Oui, je dois faire la critique-analyse du chapitre 1059. Que voulez-vous que je vous dise ? Que voulez-vous que je vous dise ? Si je commence par vous dire que ce chapitre est sûrement le meilleur chapitre de One Piece depuis le début de l'année, je pense pas que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Le doc, t'es complètement bourré, t'as encore dit plein de conneries. » Enfin, ce chapitre, il est absolument incroyable. Et encore une fois, Eiichiro Oda, à travers quelques pages, nous pose plus de questions que de réponses. C'est bientôt la fin de One Piece. Ça serait peut-être sympa de donner des réponses et pas, encore une fois, de nous envoyer dans le flou le plus total. Comment voulez-vous que je fasse une critique-analyse sans extrapoler, sans sortir plein de théories ? Il n'y a rien de concret dans ce chapitre. Il n'y a rien de concret. Je l'ai lu, vous avez vu ma réaction live, je suis devenu complètement fou. Et après, encore une fois, je fais une première lecture, deuxième, troisième, quatrième lecture. J'en parle avec mes amis et on est dans le flou. On est dans le flou le plus total. Mais, on va quand même essayer de répondre et quelques interrogations parce qu'il y a des trucs que personnellement j'ai pas trop compris. Donc j'espère que vous allez pouvoir m'aider dans les commentaires. Mais avant ça, on va faire deux petites annonces. Premièrement, le retour des conventions. Ça y est, le retour des conventions. Je serai à la Japanior dans 2 semaines, le 24 et 25, on fait une expo One Piece. On est en train de vous préparer un truc aux petits oignons qui va reprendre un petit peu les 25 ans de One Piece avec des résines inédites. Je crois même qu'il y a une résine qui a jamais été vue en France. On va exposer des armes, on va exposer des trucs absolument de fou, des documents de Wano Kuni. Oui, vous avez bien entendu, des documents sur Wano Kuni. Donc voilà, un truc de malade. Et la deuxième chose, c'est que je serai présent pour la nuit One Piece à Rouen. L'album, c'est dans les Docks 67. De toute façon, je mettrai une adresse qui va être juste là. Venez, on va s'éclater, on va parler de One Piece. Je vais vous faire voir 2-3 petits trucs. On va vraiment s'éclater. Mais, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de ce chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on a pris un petit coup de café. On va essayer de mettre un plan parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Vous voyez déjà avec ce début de vidéo. Déjà on va parler de Yamato. Je trouve que ce que Eiichiro Oda a fait est vraiment très très bon et ça vient redonner un petit peu de couleur et de bonheur au pro Yamato. Après on va parler des Séraphins. On va essayer de voir leur origine, comment ils ont été créés, pourquoi, quel est leur but. Après, on va parler du pouvoir de Boa Hancock. On va parler de l'arrivée de Barbe Noire. On va parler de Rayleigh et on va parler de Kobe. Donc, on perd pas de temps. C'est parti. 3, 2, 1... Let's go! On va commencer par parler de Yamato. Et Yamato, je trouve que ce qu'a fait Eiichiro Oda est vraiment excellent. Peut-être qu'il a eu énormément de courriers de la part des gros fans de Yamato qui ont dit « Non, mais on voulait qu'elle soit Nakama, pourquoi elle n'est pas Nakama ?» Donc Eiichiro Oda a trouvé une sorte de petite pirouette pour dire « Oui, non, bon, en vérité, elle est une Nakama. » L'équipage Luffy l'a accepté, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle soit obligée de rester. Et cette manière de faire montre que Yamato a mûri et surtout que Yamato n'est plus Oden. Oden est parti avec l'équipage de Gold de Barbe Blanche à la base et après de Goldie Roger et quand il est parti, il y avait déjà la mise en place de ce qu'allaient faire Orochi et Kaido. Et normalement, il aurait dû rester pour protéger son pays. Mais il a fait un choix qui était assez égoïste, même si c'était pour découvrir ses racines, même si c'était pour aider Goldie Roger. Eh bien, le fait qu'il soit parti a permis à Orochi et Kaido d'asseoir leur contrôle au niveau de Wano Kuni. Et une fois que Oden est revenu, eh bien, il était absolument trop tard. C'était ils avaient le peuple en otage. Et là, ce qui se passe, c'est que Yamato, elle a combattu Ryokugyu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu qu'il était hyper puissant et c'est quelqu'un de plus puissant que lui, qui est justement Shanks, qui grâce à son haki, a permis de faire fuir, entre guillemets, Ryokugyu. Et elle s'est dit, ok, je suis obligé de rester. Pourquoi ? Parce que si je pars, Kaido n'est plus là pour faire cette sorte de barrière grâce à son aura et peut-être que d'autres pirates vont arriver, la marine va peut-être revenir pour justement contrôler Wano Kuni et je dois rester pour protéger. Et elle se dit, je dois
être là. Et en un sens, c'est vraiment bien qu'elle prenne sur elle, qu'elle dit ok, je mets mon rêve de côté, mon désir de partir avec les Mugiwara. Et l'autre chose qui est encore excellent, c'est qu'elle ne le dit pas à Momo. Elle dit pas à Momo, ok, t'as vu ce qui s'est passé, donc je reste pour protéger. Parce que Momo leur a dit, attends, c'est moi Shogun, c'est moi qui protège. Parce que Momo lui a dit, non, je vais protéger Wano Kuni. Et Yamato sait que pour l'instant, Momo n'a pas la force. Il aura la force plus tard, mais pour l'instant, il l'a pas. Et elle a trouvé cette excuse de dire, je dois contrôler... je dois découvrir Wano Kuni, je vais pouvoir faire des trucs, et cette excuse qu'elle a trouvée pour pas justement un petit peu chagriner Momo dans le fait qu'il n'ait pas encore la force pour protéger Wano Kuni, je trouve que c'est vraiment très 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 bien fait, et ça donne encore plus envie de voir Yamato revenir lors de la bataille finale. Et franchement, Yamato, c'était un personnage que j'appréciais déjà beaucoup. Et bien là, ici, maintenant, Yamato, c'est l'un de mes best personnages ever. D'ailleurs, ça serait peut-être cool un jour de faire un petit top 10 de mes personnages préférés, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Alors maintenant, on s'attaque au vif du sujet, ça va être un très très gros morceau. Le reste du chapitre, c'est l'attaque de la marine sur l'île de Boa Hancock, et c'est une véritable folie. Alors déjà, le truc qui est excellent, c'est que la marine est venue avec 2 séraphins pour les tester. Pourquoi ? Parce que dans le chapitre, à un moment, il y a le vice-amiral, dont je ne me rappelle plus le nom, je vous prie de m'excuser, envoie un message comme quoi déclencher les caméras, c'est-à-dire mettez en marche les caméras. Pourquoi ? Parce que justement, je pense que ils viennent juste d'être créés, les séraphins, et c'est le premier test qui est fait. Et ils choisissent de le tester contre Boa Hancock. D'ailleurs, normalement, d'après une certaine théorie, une certaine analyse, normalement, ils auraient dû faire ça aussi au niveau de Mihawk. Je pense que ça aurait été vraiment bon de voir ça. On va expliquer justement ça après. Alors, les séraphins, on va en parler tout de suite. Les séraphins sont 2 enfants. Il y a un qui est Boa Hancock et un autre qui est Mihawk. Alors, le but de ces PX mini, c'est de remplacer les Shichibukai. Et vu que Boa Hancock est sur l'île et qu'ils ont envoyé le mini Boa Hancock, je me suis dit dans ma tête, ok, donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de prendre le mini PX qui représente le Shichibukai et ils vont le tester contre les Shichibukai. Et en un sens, s'ils le testent et s'ils arrivent à le battre, donc ça montre que le choix qu'a fait le gouvernement mondial et la marine est bon. Sauf que non, oui, c'est un test parce qu'ils envoient les caméras, mais il y a le petit Mihawk qui est là. Pourquoi ils envoient 2 séraphins sur cette île ? Normalement, ils auraient dû envoyer le mini Mihawk contre l'autre Mihawk, justement pour voir quelle est la différence de pouvoir. Alors, comment ils sont faits les séraphins et qui sont-ils ? Déjà, nous pouvons remarquer qu'il y a dans le nom, il y a une connotation biblique. Eh bien, ces séraphins, c'est vraiment les anges qui viennent sur Terre pour châtier, entre guillemets, je dirais, les démons, les méchants, ceux qui écoutent un petit peu trop les démons. C'est une sorte de bras armés de Dieu. Et qui sont les dieux ? Les dieux, ce sont tout simplement les Tenryubito. Et là, il y a un truc qui est absolument dingue, c'est-à-dire qu'ils ont été créés pour moi génétiquement. Ils ont une base qui est les Lunaria. C'est-à-dire que Vegapunk, et je pense que c'est Vegapunk qui les a créés, il a eu le sang des Lunaria il y a très longtemps. Pourquoi ? Parce que quand on a le flashback de King, on sait qu'il a été torturé et qu'il a servi à des expériences il y a plus de 20 ans. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer pendant ma réaction live, parce que ça, c'est une théorie que j'ai fait il y a pas mal de temps, quand on a justement le flashback. Pourquoi ? Parce que Kaido a réussi à délivrer, et on sait que Kaido, il y a son ADN qui a été pris. Pourquoi ? Parce que le fruit artificiel de Momonosuke qu'il a mangé, qui est le fruit démon, justement, qui est tiré du sang de Kaido. C'est-à-dire que là, grâce à ça, on a appris que quand tu manges un fruit du démon, le pouvoir de ton fruit du démon
est dans l'ADN du possesseur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'il arrive à, par exemple, à faire des rayons laser. Pourquoi ? Parce que c'est Kizaru qui a mangé le fruit et qu'il a donné son sang. Et à partir de là, du sang, ils ont réussi à extraire le fruit du démon. Ça aussi, j'en avais parlé il y a très très longtemps, quand j'avais fait la vidéo théorie sur justement le pouvoir du feu qui était dans Sanji et qui était quelque chose qui avait été rajouté génétiquement Jaji dans l'embryon de Sanji. Les Lunaria, c'est un peuple qui était hyper puissant, qui a été exterminé. Il ne reste plus que quelques descendants, dont King qui a été trouvé, qui a été pris, qui a servi de base, parce que je pense qu'ils ont essayé d'extraire son ADN pour pouvoir créer des créatures avec sa puissance, et ils ont réussi. Mais ça date d'il y a plus de 20 ans. C'est lorsque justement Kaido arrive à délivrer Albert, notre petit King. Même si le fruit du démon de Kaido a été fait il y a pas mal d'années, la création de ces séraphins a mis énormément de temps. Et l'autre question qui a à se poser, c'est pourquoi les avoir utilisés en tant qu'enfant. Et là, on va prendre autre chose, on va prendre tout ce qui s'est passé justement avec Jaji et aussi en faire un petit peu de rappel par rapport à Star Wars. Déjà, on va reparler de comment ça a été fait. Il y a eu des tests, enfin des expériences, des recherches qui ont été faites justement sur le linéage, sur l'ADN, et c'est justement ce qui a poussé le gouvernement mondial à s'intéresser à Vegapunk, à Jaji et aussi à César, et ils ont pris leurs expériences, et c'est pour ça après que Jaji a décidé de partir, parce que quand le gouvernement mondial est arrivé dans le lieu où il y avait les recherches, ils ont dit à tous les chercheurs, soit vous nous donnez vos connaissances et vous travaillez pour le gouvernement mondial, ou sinon on vous tue. Jaji, lui, par son statut de roi, a réussi à partir, mais tous les autres, après, ils ont travaillé à Punk Hazard, et ils ont après travaillé sur le linéage. Et ce qui se passe, c'est que Jaji, lui, on voit qu'il a réussi à continuer les expériences, et qu'il a réussi de son côté à faire justement des clones, et on voit que les clones, au niveau des soldats lambda, il y a une croissance qui est hyper rapide, et là on reprend ce qui s'est passé dans Star Wars justement avec les clones, où ils ont, parce que après quand je m'intéresse énormément aussi au niveau de Star Wars, j'ai lu presque tous les romans, et les clones quand ils grandissent vite, mais après ils ont une sorte de défaut, et après ils meurent quelques années plus tard. Jaji, après lui, au niveau de ses fils, a décidé de leur donner une croissance normale. Pourquoi ? Pour pas que justement leurs cellules aient une croissance trop rapide et après une dégénérescence rapide. Et donc je pense que Vegapunk est arrivé exactement au même résultat, c'est-à-dire qu'il a dû faire une croissance rapide au niveau des anciens PX, et après ils ont eu au fur et à mesure du temps une sorte de dégénérescence biologique. On peut imaginer qu'il y a 8 à 10 ans, il est réussi à mettre au point une deuxième version du clonage, et donc qu'il soit obligé à travers l'anatomie des personnes de leur faire une croissance normale pour qu'il n'y ait pas de dégénérescence, et pour qu'ils puissent acquérir le plein potentiel de leur pouvoir. Maintenant, on sait comment ils ont eu l'ADN du Lunaria, c'est tout simplement parce qu'ils ont pris King et qu'ils ont fait des expériences sur lui pour lui extraire son ADN. Maintenant, la question de savoir, c'est comment ils ont réussi à avoir le pouvoir, l'ADN des autres, des Shichibukai, justement, pour les remplacer. Au niveau de Boa Hancock, c'est facile, c'est qu'elle a été une esclave, et que après, eh bien, ils ont pu utiliser son ADN. Maintenant, pour les autres, comment ? Est-ce qu'ils ont les mêmes technologies que dans notre monde, et c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu des repas, et donc, est-ce qu'ils ont pris les ADN sur les ustensiles où ils ont mangé, ils ont bu, etc. Ou est-ce que c'est par rapport à des examens qu'ils ont dû lui placer? Mais j'imagine mal Mihawk et les autres donner leur sang d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, imaginons que ça soit une clause obligatoire qui fait qu'ils deviennent des Shichibukai. Je pense pas que Mihawk et Crocodile donnent leur sang, par exemple, parce qu'ils savent que l'importance
de leur pouvoir. Donc, je pense que ça a été pris à l'insu de leur plein gré, comme dirait quelqu'un. Et la dernière chose qui est complètement folle là-dedans, c'est-à-dire que si ils arrivent à prendre à l'insu de leur plein gré l'ADN de certaines personnes à travers des résidus, imaginez ce qu'il peut se passer à travers certaines personnes qui sont mortes. Par exemple, à Marineford. Imaginons Ace, Barbe Blanche, d'anciennes personnes, et le truc le plus fou, c'est qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi dans les sous-sols de Marijoa, il y avait un endroit qui était réfrigéré avec des tombes, dont un très très grand chapeau. Et on peut imaginer que le grand chapeau, c'est le chapeau de Joy Boy. Et on peut imaginer un truc complètement dingue, c'est-à-dire qu'il y a encore l'ADN de Joy Boy et peut-être l'ADN d'autres personnes. On peut imaginer, je ne sais pas, soyons complètement fous, Québec. Et que à partir de là, ils puissent plus tard faire des mini-clones séraphins de toutes les personnes les plus puissantes qui existent. Là, ici, c'est l'un des plus gros dangers. C'est que Eiichiro Oda a ouvert une boîte de Pandore incroyable. Et même hyper dangereuse. Qui peut totalement dénaturer la fin du manga s'ils font venir d'autres personnes. La chose qui peut aider là-dedans, c'est que donner comme pour le pouvoir de Toki, qui est celui du voyage dans le temps, quelque chose qui fait que il y a une barrière. C'est-à-dire qu'elle peut aller dans le futur, mais elle peut pas aller dans le passé. Ce qui vient un petit peu relativiser la puissance. À partir de là, on peut imaginer que Vegapunk, à travers l'ADN a besoin d'être pris par rapport à une personne vivante, ne peut pas prendre par rapport à une personne morte, parce que l'ADN mort a un autre... Enfin, vous imaginez un petit peu le délire. On peut imaginer qu'ils mettent une sorte de barrière. Mais ce qui est dingue, c'est qu'à travers ça, ils donnent une possibilité qui est absolument dingue. L'autre chose aussi qui a l'air bien, c'est que les séraphins ont l'air d'avoir l'apparence physique de la personne, mais il n'y a peut-être pas la théorie de la mémoire génétique. C'est-à-dire que quand tu prends l'ADN d'une personne, toutes les actions que la personne a faites est inscrit génétiquement en elle. Et si tu arrives à prélever l'ADN de la personne, tu arrives à avoir un lien sur la mémoire et l'existence et l'expérience de celle-ci. Mais là, je pense pas que Eiichiro Oda soit parti là-dedans. Donc ça, c'était la petite parenthèse au niveau des séraphins. Maintenant, on passe sur autre chose. On passe sur le pouvoir de Boa Hancock et l'arrivée de Barbe Noire. L'arrivée de Barbe Noire, on l'avait tous vu venir. Mais pas ici! Mais pas ici! Il y a quelques chapitres, il a dit ok, il y a un fruit du démon qui est là, il faut que j'aille le prendre. Le fruit du démon, on pensait que c'était celui de qui? Bah de Samo tout simplement. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que Burgess devait aller à Dressrosa pour justement prendre ce fruit du démon et accessoirement prendre le fruit du démon aussi de Luffy. Ça, c'est dingue parce que imaginons que Barbe Noire ait la connaissance par rapport au véritable fruit du démon, son véritable nom, qui est justement Nika. On peut imaginer que ça soit inscrit dans l'encyclopédie du fruit du démon, hein, ce qui est complètement dingue, mais il a aussi cette connaissance-là, et on sait que Barbe Noire est un mec hyper intelligent, on va en reparler juste après, et donc... Et justement, on va en parler, oui, par rapport à justement l'encyclopédie, par rapport aux fruits de Boa Hancock, oui, c'était ça la liaison. C'est tout simplement que nous, le fruit du démon de Boa Hancock, on l'a par rapport au Mero Meronomi, qui est le fruit de la passion. Mais pour moi, ce fruit du démon, c'est le fruit c'est le fruit, je dirais, le fruit de la méduse,
qui dans la mythologie arrive à justement à pétrifier les personnes qu'elle regarde. Et là, en gros, c'est le regard du cœur, le regard de la passion qui permet de pétrifier les autres. C'est-à-dire que les autres, même s'ils détournent le regard, ils sont subjugués par la beauté de Boa Hancock qui fait qu'ils sont pétrifiés. Et en un sens, c'est une c'est-à-dire que c'est à travers c'est quand la personne voit la méduse qu'elle est pétrifiée. Et là, voir Boa Hancock, c'est voir l'aura de Boa Hancock. Et il faut savoir aussi que Boa Hancock peut pétrifier aussi en touchant. On l'a vu justement au niveau de Marineford. Et donc, on peut imaginer que comme on sait que le fruit de Luffy et n'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais est le Ito Ito no Mi version justement Nika, eh bien on peut imaginer que Barbe Noire, on va y arriver, dans son encyclopédie, a vu que le fruit de Boa Hancock a différents noms en fonction de comment l'utilisateur l'utilise. Et là, ça devient complètement dingue, c'est-à-dire que elle, Boa Hancock, voit une utilisation qu'elle a, et d'ailleurs, là, je vais faire une petite parenthèse, c'est-à-dire que Ichiroda, encore une fois, vient nous changer totalement la mythologie, entre guillemets, de l'utilisation des fruits du démon, c'est-à-dire que si on prend, par exemple, Sugar qui transforme les gens en jouets, quand elle tombe KO, tous les jouets se sont transformés. C'est-à-dire que, on le voit souvent, c'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur du fruit du démon est mort, ou n'est plus conscient, on l'a vu avec la Birdcage justement de Doflamingo, eh bien le pouvoir du fruit du démon s'estompe. Et bien là non, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est pétrifiée, la pétrification de l'individu se fait à vita aeternam, sauf si la personne qui l'a pétrifié vient annuler le pouvoir. C'est-à-dire que même si elle meurt, il reste en pierre. Et ça vient remettre en cause la mythologie, tout ce qu'on connaît sur les fruits du démon. Et Ichiroda te le fait comme ça. Voilà, il y a pas de souci. Il y a un souci? Ça gêne quelqu'un? Non. Ça gêne personne. Donc là, encore une fois, il y a quelque chose qui vient un petit peu te remettre en question tout ce que tu connais au niveau de One Piece. Là, Barbe Noire est venu. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé par le fruit du démon. Est-ce que lui, il le veut? Je ne sais pas. Si, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que l'utilisation du fruit du démon n'est pas liée à la beauté du personnage, parce que Barbe Noire, question beauté, les critères, on n'a pas tous les mêmes, eh bien, on peut imaginer que il veut l'utiliser parce qu'il va être un excellent combo. C'est-à-dire que avec son pouvoir et une aura, il arrive à pétrifier les gens devant lui, et après, avec le pouvoir de Barbe Noire, il détruit tout simplement les statues. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument dingue. Et il dit aussi qu'il ne veut pas laisser ce pouvoir à la marine. C'est-à-dire que la marine peut peut-être après avoir une certaine utilité de celui-ci. Donc, ce qui se passe, c'est que Barbe Noire arrive, tout le monde se fait pétrifier sauf quelques-uns. Encore une fois, si certains ne se font pas pétrifier, c'est parce qu'ils ont une certaine aura ou ne sont pas intéressés par la beauté de la personne. Kobe, par exemple, qui est un petit peu comme Luffy, qui va plus regarder la beauté, je dirais, intérieure de la personne. Barbe Noire, parce que c'est Barbe Noire, hein, on cherche pas à comprendre. C'est Barbe Noire, encore une fois, par rapport à la connaissance du fruit, peut-être que lui, il connaît la parade. Et ce qui se passe, c'est que le Barbe Noire, il a vachement changé. Déjà, il a une prime qui est absolument dingue, et il a une puissance qui est dingue. La manière dont il maîtrise Boa Hancock, qui le tient comme ça, la double page de profil est absolument magnifique. Barbe Noire n'est pas un personnage que j'apprécie le plus. D'ailleurs, il faudra aussi que je fasse un top 10 des personnes que je déteste le plus. Mais on ne peut nier que ce mec-là, il est fucking intelligent.
Pourquoi? Parce que déjà, comment il a pu venir au niveau de l'île d'Amazon Lily? Il a réussi à venir au niveau de l'île de Boa Hancock. Pourquoi? Parce qu'elle est protégée en un sens grâce elle est sur Campbell, donc elle est protégée par les monstres marins qui sont présents. La marine peut venir grâce à la coque en granit marin et le fait qu'il y ait des roues à aubes qui permettent d'avancer sans vent. Eh bien, lui, Barbe Noire, il a profité que la marine vienne et que grâce à leur bateau fasse fuir les monstres marins grâce justement au granit marin qui les rend un petit peu invisibles. Et je pense que, parce qu'ils sont arrivés juste après, je pense que Barbe Noire a un petit peu suivi le sillage. Alors le truc le plus fou, mais on ne sait pas s'il est présent, ça serait que Shiryu de la Pluie soit aussi présent, mais qu'il soit resté sur les bateaux et qu'il ait mis un petit peu cette invisibilité sur les bateaux. Mais tout ça pour dire que je pense que s'il a réussi à venir, c'est grâce justement à avoir suivi la marine. Et on sait aussi qu'il y a un lien avec Koby, c'est-à-dire que, encore une fois, l'intelligence de Barbe Noire, c'est-à-dire que Barbe Noire, lui, il va pas décider de venir et puis combattre s'il sait qu'il ne va pas gagner. Il va toujours aller au plus facile, c'est-à-dire que il a réussi à avoir l'île La Ruche, non pas en y allant franco, en allant combattre Oshoku qui quand même, on le rappelle, un ancien membre des Rocks. Eh bien, il a attendu que l'eau aille sur Rocky Port, qu'il tue, qu'il prenne le cœur de 100 personnes après qu'ils partent. On peut imaginer que Koby a eu aussi cette information, donc il est venu un petit peu pour protéger pour protéger la population. Et une fois que l'eau est partie, eh bien lui, Barbe Noire, il a profité du carnage qu'il y a eu pour dire, bah allez, moi maintenant, je vais niquer, parce que il faut savoir que normalement Rocky Port est sur l'île des pirates, c'est-à-dire La Ruche, et donc on peut imaginer que lui, Barbe Noire, il a eu cette information qui a été juste après, qu'il a profité du carnage. Koby qui était là pour un petit peu, il a peut-être fait un marchandage, je sais plus, je trouve plus le mot, en disant, ok, moi, Barbe Noire, je vais m'occuper de Oshoku, mais toi, après, la marine, vous me faites pas chier, vous partez, vous prenez à la rigueur la population, les civils, et moi, vous me laissez l'île. On peut imaginer qu'il y a eu un deal qui a été fait un tout petit peu comme ça, parce que encore une fois, il est hyper important de savoir que Barbe Noire est ultra intelligent, mais surtout, il a une connaissance encyclopédique de tout ce qui s'est passé dans le monde de One Piece. Pourquoi? Parce que quand il voit les mini PX, il y a deux choses qui sont excellentes. Premièrement, il dit, putain, peau mat, cheveux blancs, aile noire. Il connaît les caractéristiques de la race des Lunaria qui normalement ne sont plus connues et qui font partie des légendes. Et deuxièmement, il a des connaissances sur les PX parce qu'il voit qu'il y a un petit tatouage PX et il dit, mais maintenant les PX sont des enfants. Donc je pense qu'il a des informations. Et les informations qu'il a eues sur justement les PX, il les a sûrement eues grâce à qui? Grâce à Aokiji. Aokiji qui a fait partie de la marine, qui a dû donner sûrement des informations. Encore une fois, il est là seulement en scred et ça on va en reparler après justement avec le cas Koby. À un moment, oui parce que cette vidéo va être très longue mais il se passe tellement comme truc. À un moment, il y a qui arrive? Il y a Rayleigh. Et pourquoi Rayleigh arrive? C'est tout simplement parce qu'on vient d'apprendre que Shaki est une ancienne impératrice d'Amazon Lily. Ce qui est absolument dingue. C'est la deuxième impératrice. Allez. Alors, normalement, on a eu l'information qu'elle était morte. Et encore une fois, je pense que la manière dont on a dit qu'elles étaient mortes, c'était morte un petit peu, entre guillemets, elles étaient mortes d'amour. C'est-à-dire que l'impératrice en tant que telle est morte, n'existe plus et devient Shaki, une personne normale dans le monde normal. C'est une mort, entre guillemets, qui est symbolique. Et ce qui se passe, c'est que elle est mariée avec Rayleigh. Et maintenant, on sait pourquoi Rayleigh vient en nageant sur Amazon Lily. Pourquoi il était là et pourquoi Luffy a été ici. Et après, qu'il a décidé de l'entraîner. C'est parce qu'il y a un énorme lien entre Amazon Lily et Rayleigh à travers Shaki. Et je pense qu'il a aussi eu les informations que la marine allait attaquer
justement Amazon Lily, et je pense que Shaki a demandé à Rayleigh, va aider mon peuple en un sens. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que Rayleigh ne vient, c'est-à-dire que le fait que Rayleigh soit amené, c'est pas du fanbase, c'est pas je place la personne là parce que les fans c'est ce qu'ils attendent. C'est ça que j'adore avec One Piece. C'est-à-dire qu'au préalable, il y a plusieurs centaines de chapitres, il avait mis cette action directement en place, ce lien avec Amazon Lily. C'est ça qui est absolument dingue. Et la chose la plus folle, et qui vient en un sens me réconforter, parce que Barbe Noire n'arrête pas de à chaque fois qu'il vient, on sait qu'il est hyper intelligent, mais au niveau puissance, on se dit il a un flux du démon qui est fou. C'est-à-dire que le Yami Yami no Mi, il l'a pris pour l'utilisation qui fait qu'il annihile les pouvoirs des fruits du démon. Mais on se dit, oui, mais c'est grâce à ça qu'il gagne en vérité. Il n'a pas énormément de puissance. Là, dans ce chapitre, on nous montre que Barbe Noire est vraiment un Yonko. Avec son acquis de l'armement, il arrive à parer l'attaque du Mini Mihawk. C'est un truc absolument de malade. Et Rayleigh dit qu'en 1 contre 1, il ne fait plus le poids contre Barbe Noire. Parce que premièrement, il est vieux, Rayleigh, mais Barbe Noire je pense que Rayleigh a une analyse du pouvoir. C'est-à-dire que quand il voit la personne, il peut analyser la puissance, la force, les compétences de celui-ci. Et là, il se dit, ok, lui, il envoie du lourd. Et c'est dingue. Et Barbe Noire, à la fin, il ne part pas comme un Ryukyu. Il part je pense même que c'est Kobe qui a négocié le départ comme ça en disant ok, pour qu'il y ait un statu quo, je me livre à Barbe Noire et il peut partir avec moi. Et ça va permettre de calmer tout le monde. Et là, il y a un truc absolument de dingue. Pourquoi ? Parce que je pense que Kobe est parti de lui-même. Pourquoi ? Parce que Kobe fait partie de cette branche, entre guillemets, je dirais, dissidente. Le Sword ou le Shield, je me rappelle plus. J'ai toujours un problème justement avec les deux. Au niveau de... il fait partie de cette branche dissidente de la marine. Et Aokiji fait partie de cette branche aussi. Et je pense que, tout comme à un moment Corazon était un espion, je pense que Aokiji va donner des informations pour avoir un œil justement sur cet empereur, parce que Garp sait que l'un des ennemis ultimes, c'est tout simplement Barbe Noire. Et Kobe, il est au courant de ça. Et donc Kobe, en se faisant prisonnier par Barbe Noire, va aller retrouver Aokiji et pouvoir peut-être avoir des informations à faire quelque chose. Et c'est ça qui est fou. Et c'est ça que j'adore dans One Piece. One Piece, c'est ça. One Piece, c'est que des questions. C'est que des questions où on essaye à notre niveau de trouver des réponses. J'espère que les théories, les réponses, les déductions que j'ai eues vous ont plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, laisser des commentaires. Bref, parlez-en autour de vous, mais surtout, ah oui, non, si, j'ai oublié quelque chose. Le truc de fou, c'est qu'on a toujours pas d'informations par rapport à Savo. C'était ça la base de ce chapitre, avoir des informations sur ce qui s'est passé. Mais non, Ishiroda, il te dit non. Et peut-être qu'on n'aura pas d'infos. Peut-être qu'après on va passer sur autre chose. C'est un truc absolument de taré. Bref, on arrête ici la vidéo parce que c'est très très long. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par exemple de vous. Laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.